Nord, voici les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. L'été sera chaud dans... Mais quoi, pourquoi vous me regardez comme ça? Oui, bon bah ok, ça va, c'est la rentrée, c'est bon quoi. Ça me fait plaisir de vous retrouver quand même, vous n'êtes pas obligé de faire ces têtes d'enterrement. J'espère que vous avez passé un bel été, bien au frais, dans les salles obscures, à servir de buffet volonté aux punaises de lit. Pour ma part, ce fut un été studieux, puisque, comme vous le savez peut-être déjà si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, j'ai terminé mon roman. J'ai terminé mon roman. Waouh, bravo. J'ai terminé mon roman. J'ai terminé. Ah, sinon, j'ai vu un vieux film, un type qui mate des films porno et qui se fait un Iroquois à la fin. Ça vous dit un truc? Il faudrait que je vous en parle, c'est pas 2001. mal. C'est 2001. Et en plus, c'est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Hercule Poirot, j'ai quelque chose pour vous. Je suis la personne la plus intelligente que je connaisse et je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un deuxième cerveau. Vous avez une idée derrière la tête. Détective, vous venez pour me discréditer, n'est-ce pas? Mais moi, je parle aux morts. Je donnerai tout pour entendre ma fille. Si quelqu'un veut s'exprimer, nous sommes là. À l'écoute. Vous aurez reconnu un extrait de Mystère à Venise 2 et avec Kenneth Branagh, Michelle Yeoh, Kelly Reilly, Tina Fey. C'est la 3e poireauterie de Branagh après Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil. Cette fois, il s'attaque à La Fête du Potiron. C'était le titre initial du roman en français. Halloween Party en VO. Une adaptation extrêmement libre, puisque le roman d'Agatha Christie ne se passe pas du tout à Venise. Il n'y a pas d'histoire de spiritisme, rien du tout. Donc c'est vraiment une adaptation très très... personnel, dira-t-on, du roman originel. On va faire un premier tour de table avec cette question. Quand arrêtera-t-on Branagh de massacrer Agatha Christie, Alexis ? Je sais pas quand est-ce qu'on l'arrêtera, mais il va falloir là. Il faut faire quelque chose. Ouais. Fun fact, tout à l'heure j'étais sur la page Wikipédia de l'accident vasculaire cérébral et dans les symptômes ils ont rajouté la carrière de Kenneth Branagh. C'est quand même vraiment un truc de ouf. C'est vrai, je vous jure c'est vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Non, c'est très compliqué. Je tiens quand même à apporter une petite touche positive concernant ce film-là. C'est mieux que le 2. Voilà. Oui, mais attends, rappelons que le 2, sorti en pleine crise Covid, n'avait été, du fait de tous les problèmes engendrés par cette période, n'était littéralement pas terminé. Ah oui, mais c'était infernal. C'était pas un film non plus, Enfin, façon, pas dans mon souvenir en tout cas. Puis il aurait pu le terminer que ça aurait été tout aussi mauvais dans tous les cas. Donc... Ah oui, non, mais ça c'est clair. Mais en fait, là, je trouve qu'il a au moins eu une bonne idée, c'est qu'il est revenu à la recette de sa première adaptation, qui était donc Le Crime de l'Orient Express, qui est déjà un très mauvais film, mais qui est pas un mauvais film honteux. C'est un raté, même un gros raté, mais il y a 2-3 fulgurances par endroit qui sauvent un tout petit peu les meubles. Et notamment le fait que ça se passe dans un espace clos, donc facile à reconstituer, qu'on peut reconstituer avec des vrais éléments de décor, donc qui donne un côté tangible, là où Mort sur le Nil, c'était fond vert crado sur fond vert crado tout le long du film, c'était infernal. Là, pour le coup, on est dans une grande demeure vénitienne, tout se passe sur l'échelle d'une nuit, donc c'est très resserré aussi en termes de temps, et ça confère au film, par moments, une certaine efficacité. Après, le problème, c'est que, moi, je comprends toujours pas le choix qu'a fait Kenneth Branagh de se donner lui-même le rôle d'Hercule Poirot, parce que j'arrive pas à y croire. De 2, je ne comprends pas pourquoi il fait Hercule Poirot avec un accent français à couper au couteau, alors que de 1, Hercule Poirot, il est belge. De 2, le personnage, dans les romans d'Agatha Christie, est quand même censé habiter en Angleterre et avoir adopté un mode de vie d'aristocrate britannique depuis très longtemps. Donc ce serait déjà beaucoup plus crédible de le voir parler avec peut-être un accent, justement, aristocratique londonien un peu forcé, qui rappellerait ses origines étrangères, plutôt que de l'avoir avec vraiment l'accent franchouillard le plus caractéristique
caricatural du monde, et c'est con, mais c'est le personnage principal du film, et je n'arrive pas à acheter son accent. J'arrive pas à y croire. On n'arrive pas à acheter son personnage de son interprétation de Poirot du tout. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est un égo trip total. La double moustache ne fonctionne pas. Je l'adore, la double moustache, elle est horrible. Je l'adore à 2 étages là. Son espèce d'interprétation là, faussement dandiesque et en même temps tourmenté parce qu'il a fait la Première Guerre mondiale et qu'il fait encore des cauchemars la nuit et tout. C'est ridicule, vraiment c'est ridicule. Et en plus, là où est le vrai problème, c'est que Branagh, clairement, s'essaye à un genre avec ce film-là qui est le cinéma d'horreur, et je pense qu'on aura des trucs à dire là-dessus. Visiblement, il maîtrise pas du tout la grammaire horrifique. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est nous ressortir, mais vraiment des éléments d'horreur publicitaire ringarde au possible. Le fisheye, par exemple. Le fisheye, pour faire peur et pour rendre les personnages curieux, on les filme de très très près avec un très grand angle, et donc tu vois les gens un peu déformés en fisheye. À vrai dire, il y a même pire que ça. Il y a toute une séquence, je dévoile pas laquelle, je préserve quand même le peu de magie qui peut se dégager de ce film-là. Mais il y a une séquence entière tournée à la Snorricam. La Snorricam, c'est la caméra qu'on accroche directement au torse d'un acteur ou d'une actrice. C'est ce que faisait Darren Aronofsky dans Requiem for a Dream. Et quand même, Darren Aronofsky il a arrêté de le faire après Requiem for a Dream. Même lui a compris que c'était ringard, quoi. Et Kenneth Branagh n'a pas compris ça. Et ce qui est en fait très bizarre, c'est que j'ai l'impression que ce mec-là, qui fut un temps quand même était intéressant, c'est pas un cinéaste parfait, mais je le trouvais intéressant. On en reparlera tout à l'heure, mais sur la filmographie de Kenneth Branagh, intéressant, par exemple. On en reparlera. Mais je trouve intéressant, oui, mais intéressant, si tu veux, comme une marée noire, c'est intéressant. Ça reste un film intéressant. Là, j'ai vraiment le sentiment que le gars, il est dans son petit monde, il fait son petit cinéma en vase clos, sans se soucier de ce qui fonctionne ou ne fonctionne plus, juste pour se faire plaisir. Mais moi, j'en ai rien à foutre, en fait, d'un film réalisé par un mec qui a juste envie de se faire plaisir. Ça marche pas comme ça, le cinéma, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, il s'est auto-intronisé comme héritier ou vraiment dépositaire de Agatha Christie, qu'il reprend, dont il transforme les intrigues, dont il transforme les résolutions. Le Crime de l'Orient Express, la résolution est légèrement modifiée par rapport au roman. Oui. J'ai refusé de voir Mort sur le Nil parce que... Alors, de mémoire, Mort sur le Nil, c'est vraiment la résolution du... Mais c'est surtout qu'il y a ce film magnifique de John Guillermin avec un casting 19 étoiles, Peter Ustinov, qui est un Hercule Poirot extraordinaire, Angela Lansbury, Bette Davis, Maggie Smith, David Niven. Revoyez-le, parce que ce Mort sur le Nil-là, il est, pour le coup... Et le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet aussi, par ailleurs, qui était un super film. Bref, et donc c'est un égo trip total. La preuve en est... Le premier plan, ou pas tout à fait le premier plan. Les premiers plans sont des plans un peu pétés de Venise, avec filmer un peu de traviole, un peu arty, parce que c'est bizarre. Ça. Et d'un seul coup, il se réveille, et donc on a un gros plan sur son œil qui est modifié numériquement pour qu'il soit plus bleu que bleu. Donc là, ça dit quand même quelque chose de l'ambition du type, qui est vraiment tout commence par lui et terminera par lui. C'est d'un narcissisme délirant. Je suis pas entièrement d'accord avec tout ce que vous dites. Arthur. En fait, non mais qu'on soit bien d'accord. Moi, je trouve le film très mauvais. C'est effectivement mieux que le 2, mais en même temps, c'était compliqué de faire pire. Par contre, moi, il se passe un truc que je trouve intéressant. J'ai vu le 2 il y a 2-3 jours. Vraiment, je l'avais pas vu parce que Covid. Et je me suis dit, bon, quand même, je vais essayer de le rattraper pour un peu voir la trilogie où est-ce qu'elle va. Et le 2 est une catastrophe, mais de bout en bout. C'est-à-dire que tout le monde joue mal, mais c'est aussi très laid. Là, il se passe un truc que moi, je trouve plutôt intéressant. C'est que j'étais à Venise il y a une semaine. Et ça commence et je me dis... Moi, je trouve ça assez joli. Et puis, je vois qu'il fait des la trucs ville, avec c'est beau. Ouais, la ville est belle. Et je vois qu'il fait des trucs avec sa caméra. Je me dis, putain, c'est marrant. Le film dernier, il faisait rien avec sa caméra. Là, il essaye des trucs. Alors, c'est raté, c'est ringard, mais je me dis, putain, il est vivant. Il est en vie, en fait. Et en fait, je trouve qu'il meurt quand quand d'un seul coup, l'intrigue arrive. Et moi, je pense pas que c'est un égo trip. Je pense qu'il en a plus rien à foutre. Parce que tu dis, il a réécrit le scénario. En fait, c'est pas lui qui l'écrit. Il a eu un scénariste sur le film, c'est Michael Green. Lui, il écrit rien. Je pense en fait, c'est pas ça qui l'intéressait. Moi, je pense qu'il était curieux d'essayer de filmer Venise, de sortir de ces fonds verts dégueulasses qu'il avait sur le Nil qui étaient absolument immondes. Et là, il se dit, oh, j'ai une ville, elle est belle, elle est cinématographique, je vais tenter des trucs. Alors, ça marche pas. Mais là, je vois un cinéaste qui essaye d'exister, qui essaye de tenter. Et genre, il y a un plan avec un gars qui essaie de poursuivre Hercule Poirot sur un pont, donc on le filme de côté, l'homme tombe et le jet d'eau devient l'éclaboussure d'un bateau. Enfin, je me dis, putain, il se casse le cul, c'est de faire des transitions nulles. C'est rigolo. Le problème, c'est qu'à partir du moment où arrive Michel Yeo, vu que tout le monde joue extrêmement mal, et ben là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que même niveau, effectivement, il essaie de faire de l'horreur, mais pour moi, il essaye pas vraiment, parce que pour moi, c'est pas ça qui l'intéresse. Sinon, il aurait pas fait ce jumpscare de miroir qui est le jumpscare le moins effrayant du monde. Mais on a le sentiment qu'il n'a aucune connaissance, qu'il ne fait même pas l'effort de s'intéresser à ce que pourrait être la grammaire cinématographique d'un film d'horreur. C'est qu'il n'en prend que des clichés. Mais Kenneth Branagh ne fonctionne que par clichés. Je pense que Kenneth Branagh n'est pas quelqu'un d'intelligent.
Alors ça, je suis un peu d'accord avec toi. Mais vraiment, je pense que c'est pas ça quelqu'un de déborde très malin. de bêtises. Mais il y a des gens très bêtes qui savent s'entourer de gens très malins. Il aurait pu prendre un DP qui a des codes. Et j'ai vu une interview de lui. Il cite des grands films d'horreur. Donc tu te dis, il y a peut-être une couille dans le potage ailleurs. Peut-être qu'on peut rappeler que c'est une production de la Fox, qu'ils ont voulu faire un film familial d'horreur. C'est pas toujours compatible quand tu veux faire ça d'un point de vue Disney en 2023. On sait très bien ce qu'il a voulu faire. Il a voulu rappeler un peu des souvenirs d'horreur, mais ne jamais vraiment faire peur. Là, moi, le problème, c'est que j'ai une scène avec Michel Yeo qui est censé être possédé, où moi, dans ma salle, on est plusieurs à avoir ri, parce que c'était gênant. Qu'il y a Camille Cotin qui, malheureusement pour elle, commence à avoir une carrière à Hollywood. C'est très triste. Ça, son personnage est particulièrement triste. Oui. Non, mais surtout, ce qu'elle peut proposer, c'est quand même vraiment limité, et c'est dommage. Et pour moi, vraiment, ce qui m'intéresse le plus, c'est les 15-20 premières minutes dans Venise, parce que je pense que c'est le seul truc auquel Branagh tenait un petit peu. C'est-à-dire, putain, pour une fois, je peux aller quelque part et filmer un vrai endroit. Et après, d'un coup, qui sont un empilement de clichés Évidemment. dont on n'a jamais filmé Venise aussi mal. Évidemment. Je veux dire, je pense que même un reportage de National Geographic filmé par une personne aveugle serait plus intéressante. Mais je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Visuellement, mais ça reste quand même mieux que le reste. Ça dit beaucoup du film. Alors, pardonnez-moi, je vais pas critiquer ce très mauvais film parce que je l'ai pas vu. Donc, je loin de moi l'idée de donner mon opinion. C'est pas la première fois que tu parles d'un film que t'as pas vu. Alors. Et ça va, tes potes de lycée, ils sont contents d'avoir parlé avec toi pendant 15 ans de Dicanac. Et bon, cela étant dit, moi je pense pas que du tout que Branagh soit un idiot ou soit pas quelqu'un de très intelligent. Je pense que c'est quelqu'un de radicalement cynique. N'oublions pas que sa carrière, il l'a toujours montée sur les épaules de grands auteurs ou de grandes œuvres, en feignant de les adapter en mode McDo putrescent. C'est vrai que ça sent le blaireau, ça en général. Il a commencé par Shakespeare. Il a commencé par se spécialiser dans Shakespeare en faisant vraiment des adaptations Wish de Shakespeare, dont tout le monde disait à l'époque, oh là là, qu'est-ce que c'est intelligent. Bah tu m'étonnes, oui. Pour la plupart des critiques et des spectateurs, c'était la première fois qu'ils rencontraient Shakespeare. Et c'est une version tellement délavée et tellement essorée que effectivement c'était très accessible. Et il s'est taillé comme ça une réputation, on va dire, de grand adaptateur ou de néoclassique hollywoodien de par cette démarche-là. Ça a aussi été un des premiers à devenir le fossoyeur des grands classiques de Disney en adaptant Cendrillon en cinéma live. Et en fait, il ne fait que poursuivre ça. Et c'est un petit peu dommage parce qu'en revanche, c'est un comédien, quand il se sort les doigts, qui est capable d'être assez brillant. Mais en fait, juste pour revenir un tout petit peu sur un détail que tu as dit, Arthur, concernant l'écriture du film, il faut rappeler qu'il y a quand même une différence fondamentale dans la production américaine par rapport à la production française. C'est qu'en France, on sépare assez peu scénaristes et réalisateurs. Hein. Quand on parle de films d'auteur en France, en général, on a affaire à des gens qui ont au moins coécrit leur scénario. Aux États-Unis, c'est quand même différent. C'est-à-dire que tu peux être, en tant que réalisateur, à l'initiative d'un projet et dire, voilà, moi, je veux adapter tel livre, je veux raconter telle histoire, mais tu es considéré comme réalisateur, c'est un métier à part. Et donc la plupart du temps, c'est pas toi qui écris le scénario, même si t'es à l'origine du truc. Alfred Hitchcock n'a pas écrit le scénario de Psychose. D'ailleurs, je crois qu'à ma connaissance, il a écrit aucun scénario d'aucun de ses films, mais il est à l'initiative de presque tous. Donc je pense que autant le crime de l'Orient Express, je pense que c'est certainement à l'époque un semi-projet de commande, parce que c'est toujours bon pour un producteur qui a pas forcément d'idée de se dire, ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un film d'Agatha Christie, là, on va prendre un casting 5 étoiles, on prend le roman le plus emblématique et rouler jeunesse, quoi. Je pense que suite au relatif succès, parce que je crois qu'il avait succès. Ah ouais, ça avait marché tant que ça. Bon, suite au succès du crime de l'Orient Express, là par contre, je pense que Kenneth Branagh a vu la brèche et qu'il s'est dit, ah, cette commande-là, elle a bien marché, donc je peux devenir le gars qui adapte Agatha Christie dans les années 2020. Tu vois. Moi, je pense que c'est un projet dès le départ, parce qu'à la fin de l'Orient Express, il tease déjà Mort sur le Nil. Mais ça, c'est un move de Disney très classique. Mais je pense que vraiment. La suite au cas où. Oui, non, mais moi, il y a me déjà de sa personnalité dedans, ça c'est sûr, mais je pense qu'il se l'est réaccaparé d'autant plus avec Mort sur le Nil. Souviens-toi du crime de l'Orient Express, qui est là aussi, dès le début, un égo trip. C'est ce qui l'intéresse, c'est de se filmer lui, de proposer son nouveau Hercule Poirot qui va supplanter toutes les autres et qui va être bigger than tous les Hercule Poirot précédents. Ouais. Avec la moustache bigger, l'accent bigger, plus intelligent, enfin tu vois, plus complexe, enfin ça ne parle que de lui en fait. Et c'est ça qui est insupportable, parce que c'est pour ça que tout le monde joue très mal, parce que je pense qu'en fait il en a grosso modo pas grand chose à foutre de ses personnages secondaires. Il y a qu'à voir une nouvelle fois dans Mystère à Venise, il y a pas un personnage secondaire qui est correctement traité. Je veux dire, ce qui est le concept même des romans d'Agatha Christie, c'est d'avoir une foule de personnages, de whodunit, et donc de rentrer dans les personnages, et puis petit à petit de faire passer la suspicion de l'un à l'autre en apprenant leurs sombres secrets, etc. Là, on a l'impression d'être j'ai pensé dans un truc de télé-réalité où tu sais, t'es dans le confessionnal, et donc il les prend un par un dans le confessionnal et fait ah oui, c'est vrai, j'ai un sombre secret. Mais il ne traite pas un seul de ces personnages correctement. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est crédible. Secret Story de Kenneth Branagh, moi je regarde. Mais moi, ce que je trouve fascinant chez Kenneth Branagh quand même, c'est que tu regardes tout ce qu'il fait. Donc effectivement, il a tenté Shakespeare. C'était quand même
à mon avis, le moins pire de ce qu'il est proposé. Bah, disons qu'il avait un matériau de base qui était solide, quoi. Ouais, mais bon, enfin, tu peux rater. Christie aussi, c'est solide. Normalement. Oui, mais Shakespeare, il gardait le texte. Son Frankenstein, c'est une catastrophe. Quand il essaye ensuite de faire le remake du Limier, c'est un enfer, c'est une honte. Ça, j'ai de pas bout vu en bout. ça. La flûte enchantée, vous aviez pas vu la flûte enchantée, le truc qui se passe pendant la Première Guerre mondiale? C'est une tentative de transposition de l'opéra. C'est une catastrophe. Le mec, vraiment, il avait repris un Jack Ryan aussi, avec Crispin. Et dans lequel je crois que c'était un de ses premiers rôles de méchant russe, où il se donnait une scène de dialogue centrale qui n'avait aucun intérêt, où vraiment tu sentais qu'il était là. D'accord, alors, ok, c'est Jack Ryan, mais le vrai personnage, c'est moi. Voilà. Et Artemis Falls, on a oublié. Merci, je cherchais le titre. Artemis Falls, c'est un enfer sur Terre. C'est un des pires films qui a été fait tout court. Et il est même capable de chier prodigieusement Thor, le début de la franchise, à l'époque où Marvel faisait encore... C'est l'un des meilleurs films du MCU. Le premier Thor, tu rigoles. C'est très marrant, Nicolas. C'est atroce, c'est une bouse infâme. C'est horrible, mais les vrais cinéphiles vont te dire que c'est le meilleur Marvel. Non, pas les vrais cinéphiles. Non, pas les vrais Roux et d'autres personnes que je connais. Pas les vrais cinéphiles. Absolument pas. C'est juste que, pardon. Alexis buvait beaucoup à l'époque. Je suis obligé de préciser ça. De toute façon, je voulais en venir à ce point-là, donc c'est bien, vous me lancez, ça m'arrange. Je suis quand même obligé de venir à un point qui est que je pense que Kenneth Branagh a une intelligence. Ça, c'est sûr et certain. C'est que Kenneth Branagh a compris que la nature de sa réputation de cinéaste était moins importante que le fait d'avoir une réputation. Et je pense que, en fait, Kenneth Branagh sait fabriquer de toutes pièces la réputation du mec qui, dès qu'il débarque dans une franchise, que ce soit une franchise littéraire, une adaptation de comics, une adaptation d'une pièce de théâtre classique britannique, peu importe, dès qu'il se pointe quelque part, il va tout saloper. Et du coup, il y a de la part du public, et je dois bien reconnaître que j'en fais partie moi aussi, il y a une espèce de curiosité de se dire, bon, qu'est-ce qui va réussir à nous pondre celui-là, tu vois. Bah oui, sauf que derrière, les films de Kenneth Branagh, pour la plupart, pas pour tous, mais pour la plupart, sont vus en salle, font des succès convaincants. En plus, c'est pas des blockbusters qui coûtent un sacré paquet de pognon, ça coûte pas si cher que ça, les adaptations d'Agatha Christie de Kenneth Branagh comparées à d'autres blockbusters qui pèsent 300 patates. Donc, lui, il arrive avec ses projets qui, en fait, se font dégommer par la critique, mais le public, il y va quand même. Et derrière, les studios sont pas frileux pour lui filer du pognon. Et je pense que, moi, ce que je trouve intéressant avec Thor, c'est que, dans l'absolu, c'est vraiment pas un bon film, le premier Thor. Mais au moins, je me dis, celui-là, il ressemble pas à autre chose. Et c'est pour ça. Il ressemble à rien, pour le coup. Donc, il n'y a pas autre chose. T'as pas tort. Traviole que du long, quoi. C'est ça, les mecs, ils disent genre, oui, on est dans un univers un peu fantastique, on va tourner ça de biais. Mais compare ça au début, compare ça je sais pas ce que c'est que cet accent. Je suis pas d'accord, Thor 2, c'est nul, mais moi, j'attends, le premier Thor, c'est quand même un film où le mec te dit, moi, le père de mon héros, c'est Odin. Et la dramaturgie pour le faire sortir, tu vois, de la vie de son fils, le gars, il fait un malaise vagal. C'est Odin, tu vois, à un moment il s'engueule avec son fils, c'est-à-dire Odin, et Odin fait ouf, j'ai un petit point de côté là. et tu sens qu'en fait, il y avait vraiment un autre truc de prévu, et c'est Anthony Hopkins qui a dit, ah non mais là moi je m'assois, moi. Ah bon, tu t'assois? Bon ok. Et il a un petit pet au casque là, on va... Allez, Odin fini. Non, c'est incroyable cette scène. Cela étant dit, moi je trouve que tous les films qu'on a cités sont mieux que Belfast. Voilà. C'est moi, j'ai pas vu. Belfast, c'est le seul film où il essaye de sortir des classiques littéraires qui a raconté son enfance, et je trouve ça infâme. Belfast, c'est vraiment son parenthèse. Après, on reviendra peut-être sur le film. Oui, on s'en parler quand même. Mais c'est rigolo de taper dessus comme une pile. Mais parce que c'est vraiment tellement un tâcheron, en fait. C'est vraiment le principe du tâcheron, quoi. Je pense que Belfast, c'est vraiment le projet le plus ingrat et le plus détestable qu'il ait fait. Bien sûr. Parce qu'il a vu Roma sur Netflix et ça lui a foutu le seum. Il a voulu faire pareil et il a fait un film nul. Mais sauf qu'en plus d'être nul, le film est du coup méga antipathique parce que tu te dis, waouh, t'as voulu faire comme Quaron alors que tu sais pas tenir une caméra, c'est incroyable. Moi j'ai une théorie, c'est que je pense que le rôle le plus personnel qu'il a eu, c'est pas du tout dans Belfast. C'est Gilderoy Lockhart. Exactement. C'est Lockhart dans Harry Potter 2, qui est ce prof absolument insupportable à l'ego surdimensionné. Je pense que c'est son personnage le plus intime. C'est ça. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. J'ai le souvenir d'avoir bien aimé à l'époque où c'est sorti Dead Again. Je ne sais même pas. C'était un polar qu'il avait fait avec Emma Thompson. Ça doit être son deuxième ou son troisième film. Eh bien, écoute, je n'en ai son deuxième. Aucun souvenir. Et j'ai le souvenir d'un truc pas trop mal troussé, mais j'ai vu ça pour le coup au cinéma quand c'est sorti. Et donc peut-être que si je le revoyais aujourd'hui. 45 ans en 91. 145 ans, j'avais déjà eu à l'époque. Non, mais ce qui est détestable dans tout ça, quelle que soit la personnalité du bonhomme, c'est de se dire, effectivement, il rencontre le succès en prenant des classiques et en les salopant et en se disant, mais de toute façon, c'est des classiques, ça va
marché. CF, les trois mousquetaires de Bourboulon. Enfin, tu vois, je veux dire, on recommence et on reprend la même chose. Ça. Non, mais en vrai, il y a pas mal de passerelles. Il y a des passerelles, mais bien sûr que si. Non, force pas. Je veux dire, je dis pas que c'est plus ou moins mauvais, mais je veux dire que c'est le même. C'est la même démarche industrielle. Voilà, le même processus de se dire, plutôt que de se faire chier à développer des univers originaux, etc., on va prendre le bon gros truc, bien caractérisé, qui fonctionne quoi qu'il arrive, et boum, on met du pognon dedans, et boum, bah, les gens vont à la salle, quoi. Je dis ça pour Pardon, non, à la salle. Je dis ça pour les gens qui nous écoutent parce que je pense que c'est quand même un angle d'étude intéressant. Je pense que les films de Kenneth Branagh sont vraiment, outre tout l'ego du gars qui est à la machine derrière et tout, je pense qu'ils sont intéressants d'un point de vue structurel pour nous dire un peu aussi quelle est la crise artistique que Hollywood traverse en ce moment et continue malheureusement de traverser, donc visiblement ça n'a toujours pas de fin. C'est que en plus de faire des mauvaises adaptations de franchises, ils n'investissent pas les franchises qu'ils adaptent. Et c'est ça en fait le truc, c'est que je me rends compte que tout ce que Branagh interprète dans sa version d'Hercule Poirot appartient pas à Hercule Poirot. Le personnage d'Hercule Poirot tel qu'il a été designé par Agatha Christie, il n'existe que par son ironie très aristocratique, très guindée, son goût de la bonne chair et son intellect surdimensionné. Il n'existe qu'à travers ça. Et c'est ces trois éléments-là qui, quand tu les injectent au milieu d'un groupe de personnages, vont créer de la tension et du drame. Bah, Kenneth Branagh, lui, qu'est-ce qu'il incarne ? Il incarne un romantique au cœur brisé, dont l'amour de sa vie est morte, et puis il a les souvenirs de la guerre, et puis est-ce que sa croyance sur les effets surnaturels du monde va être ébranlée ? Mais c'est pas ça Hercule Poirot. Hercule Poirot, c'est un mec intelligent qui résout des crimes, point barre, tu vois. Donc en plus de faire des adaptations esthétiquement merdiques et narrativement inintéressantes, ils sont même pas foutus de comprendre c'est qui le personnage qu'ils adaptent, quoi. Et ça, c'est symptomatique d'Hollywood, quoi. Petit tour de table rapide avec un défi pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, dire du bien de quelque chose dans la carrière de Kenneth Branagh. Simon, une chose meilleure que les autres. C'est le fait qu'on puisse assez facilement transformer son nom en Kenak Braguette. Et ça n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Alexis. Alors, ça fait longtemps que j'ai vu le film. Un peu comme toi avec Dead Again, c'est ça Again, ouais. Ça fait longtemps que j'ai vu le film. Je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je trouve quand même que sur le papier, indépendamment du résultat final, choisir Robert De Niro pour faire le monde de Frankenstein, c'est quand même une idée de génie. Mais je ne saurais plus vraiment dire ce qu'il en fait, mais à l'époque ça m'avait marqué, et sur le papier c'est une putain d'idée de génie quand même. Arthur. Je voulais citer Harry Potter, mais je vais faire autre chose. Wild Wild West. Oh oui, Wild Wild West, les amis. Toute mon enfance. Absolument. C'était très mauvais, je pense. Mais oui. Mais Wild Wild West. En vrai, Unpopular Opinion, il est pas mauvais dedans. Tu l'as revu ? Ah bah lui. Mais non, mais le film est tellement éclaté que juste il arrive quand même à être un peu drôle et un peu divertissant, ce qui est un vrai challenge. C'est quand pas tu vois la un gueule du mauvais film comédien autour. du tout. C'est ça, c'est pas. En fait, c'est un meilleur comédien que réalisateur. Sophie. Il arrive à être mon point de raccord avec les gens sur Tenet, parce que même ceux qui adorent Tenet arrivent tous à être d'accord avec moi pour le fait de dire qu'il est vraiment nul en méchant dedans. Non, on n'ouvre pas Tenet. Il est disruptif pour être disruptif. On n'ouvre pas la boîte Tenet. Moi, je vous dis, j'ai eu un bon souvenir de Dead Again, et à l'époque, puisque c'était à peu près la même époque, moi j'avais beaucoup aimé Beaucoup de bruit pour rien. Parce que je trouvais que c'était vraiment du théâtre filmé, mais je trouvais que c'était une jolie bluette shakespearienne assez bien troussée. Bref, est-ce que nous parlions donc de Mystère à Venise de Kenak Braguette? Ah non, merde, pardon. 2 et avec Kenneth Branagh, Michelle Yeoh, Kelly Reilly, Tina Fey. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Hercule Poirot ou Sodomise Céleri? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Wow, c'est chaud. On aurait dû s'y préparer. Tu l'avais? Oui, ok. On est arrivé au bout, ça y est. N'oubliez pas de noter, vous l'avez peut-être déjà fait sur votre agenda, la date du 30 septembre. Un épisode spécial de Réaliser sans trucage que nous enregistrerons depuis le festival Court-Métrange à Rennes, où on vous attend nombreuses et nombreux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain pour notre prochain épisode patrimoine. Cette semaine, nous parlerons de l'inverse de Young Guns. Suspense, si vous avez trouvé, on attend votre réponse en commentaire. Allez, bye les amis. Et je vous ai dit que j'ai terminé mon roman. Gloire au roman. Ouais, merde, quand même. Oh, ouais, là-haut. Alors, bon, hein. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Oh, je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je vois. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.